Bonjour à tous, c'est le webinaire Carbone 4 sur la transition énergétique des flottes d'entreprises qui va démarrer. On est très content de vous accueillir sur ce webinaire et on va démarrer bien sûr sans tarder. Euh, Vous êtes ici accueillis par donc deux consultants de Carbone 4. J'espère que tout le monde m'entend. Si c'est pas le cas, mettez-nous un petit mot sur le chat pour qu'on le sache. Donc nous sommes deux à vous présenter aujourd'hui des éléments sur les flottes d'entreprise et la transition énergétique des flottes d'entreprise. Stéphane Amand, votre serviteur, qui est co-leader de la pratique mobilité. Et Aurélien Schuller, Carbone 4 également, co-leader de la pratique mobilité. Donc nous sommes ensemble pour 1 heure jusqu'à 17 heures. Le fonctionnement va être le suivant. Donc ce qu'on vous propose, c'est de suivre la présentation évidemment, mais en ayant coupé votre micro. Et dès que vous avez des interrogations, des questions, des clarifications, n'hésitez pas à nous mettre un petit message sur le chat et on essaiera d'y répondre donc dans un deuxième temps. On va essayer de se limiter à une trentaine de minutes de présentation et ensuite on va traiter, alors sans doute pas toutes les questions, mais le plus grand nombre. Donc aujourd'hui, le sujet qu'on a choisi de vous présenter pour ce webinaire sur les flottes auto, il est multiple en fait, hein. On a essayé de le résumer ici en 4 points. C'est d'abord parler de l'empreinte carbone de votre flotte d'entreprise, comment bien la mesurer, éviter les choses trappes et les pièges les plus classiques. Ensuite, on parlera aussi des différentes options qui sont disponibles pour réduire l'empreinte de cette flotte. On évoquera évidemment des nouvelles motorisations, avec en particulier les motorisations électriques, en essayant de savoir si c'est une solution bas carbone ou pas. Et de manière plus générale, comment, au-delà de la motorisation, on peut s'attaquer à la question de l'empreinte carbone de la mobilité des collaborateurs. Quelques mots sur Carbone 4 avant de rentrer dans le vif du sujet. En Carbone 4, je pense que la plupart des gens qui se sont connectés aujourd'hui connaissent. Néanmoins, donc en quelques mots, Carbone 4, c'est un cabinet donc de stratégie spécialisé dans la transition bas carbone et l'adaptation au changement climatique. Ce cabinet a maintenant plus de 10 ans d'existence, compte environ 50 collaborateurs et on est multisecteur, c'est-à-dire qu'on a des pôles d'expertise sur la plupart des activités économiques, dont la mobilité, puisqu'on est aujourd'hui justement sur cet aspect-là. Alors, on a à peu près 2 familles de prestations. Je ne vais pas m'appesantir dessus, puisque vous aurez la possibilité de revoir ce support, le récupérer, et donc vous pourrez passer un peu plus de temps dessus. Mais disons, dans les grandes lignes, on s'occupe de 2 grandes familles de prestations. D'abord, comment accompagner nos clients pour tendre vers la neutralité carbone, avec une neutralité carbone que nous définissons nous-mêmes et qui n'est pas forcément celle qu'on a en tête. Et puis la deuxième famille d'actions, c'est comment devenir résilient face aux transformations qui se sont amorcées, qui sont en cours et qui vont s'amplifier dans le cadre de la transition bas carbone. Alors les clients, on en a à peu près, on a plusieurs centaines de clients, donc c'est difficile d'être exhaustif. Vous avez juste un petit aperçu ici, sachant que pour la mobilité, ce que je voulais souligner, et ce que vous pouvez déjà, vous pouvez vous en apercevoir ici, c'est que sur la mobilité, on couvre toute la chaîne de valeur et tous les modes. Donc la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on part des équipementiers, en passant par les constructeurs, on va jusqu'aux opérateurs évidemment, et également les gestionnaires d'infrastructures. Donc maintenant, moi, ce que je vous propose après cette brève introduction, c'est de rentrer donc dans le vif du sujet sur la transition des flottes d'entreprises. Et je vais laisser la parole à Aurélien. Alors oui, en quelques planches, on va dresser le panorama de l'importance de la transition énergétique pour les transports et pour les flottes d'entreprises. Alors pour ça, la première chose à se dire, c'est que ce qu'on appelle transition énergétique, c'est le fait de passer d'une situation actuelle où notre consommation mondiale d'énergie est à 80% issue des énergies fossiles
à la situation de demain où on doit avoir une économie, une activité humaine, civilisationnelle, qui se développe avec beaucoup moins d'énergie fossile. Donc, ce qu'on entend par énergie fossile, bien sûr, c'est pétrole, charbon et gaz. En ce qui concerne les transports, le gros problème, c'est qu'ils sont dépendants. Près de 100% de la consommation d'énergie des transports est due à la consommation de produits pétroliers. Et du coup, ça se traduit par une large part des émissions du transport dans les émissions totales de gaz à effet de serre. Donc là, ce qu'on présente ici, c'est un zoom sur les émissions de CO2 issues de la combustion, la consommation d'énergie. Et ce que vous voyez, c'est que ce soit dans le monde, en Chine, aux États-Unis ou en Europe, les transports représentent une large part de ces émissions. Là, on présente pas le cas français, mais on le présente juste après. Vous voyez qu'en Europe, en Union européenne, c'est près de 30% des émissions de CO2 qui sont issues du secteur des transports. En fait, en France, pardon, c'est 30% de tous les gaz à effet de serre. Donc la nuance, elle est subtile, c'est que dans les gaz à effet de serre, il y a aussi le méthane et d'autres gaz, notamment ceux issus de l'agriculture. Donc en fait, là, quand on dit 30% de tous les GES en France, rien que sur le CO2, ça représente plus que la part qu'on a vue en Europe. Maintenant, si on zoome sur ces 30% dans les émissions de gaz à effet de serre françaises, on peut faire une décomposition par véhicule, ce que vous trouvez sur la droite ici, et donc plus de la moitié de ces émissions sont issues des voitures, de l'échappement des voitures. Vous avez 20%, donc un cinquième issu des utilitaires, 20% des camions, et le reste se décompose sur d'autres catégories de véhicules, routiers ou volants. Vous avez car et bus, aérien, et dans haute, on retrouve les deux roues, le ferroviaire, le fluvial. Alors, en ce qui concerne la part des flottes d'entreprises, en fait, bien sûr, tous les camions, une grande intégralité des camions sont opérés par des entreprises, car et bus également, une partie significative des utilitaires, parce qu'il peut y avoir des utilitaires utilisés par des particuliers ou des artisans, donc des petites entreprises. Et au sein des voitures, les entreprises vont surtout représenter les voitures récentes, donc ça va être une part significative de ces 53% que vous voyez là, mais ça va pas non plus être la majorité. Donc si on additionne, si on met bout à bout en fait ces différentes contributions avec une clé de lecture qui est flotte d'entreprise ou pas flotte d'entreprise, on peut dire que un petit peu moins de la moitié des émissions des transports sont issues de flotte d'entreprise, en intégrant à la fois le déplacement des personnes et le déplacement de marchandises. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, la transition énergétique consiste à se passer d'énergie fossile, ou en tout cas réduire drastiquement la consommation d'énergie fossile. Très concrètement, pour les transports, voilà comment ça se traduit en termes d'objectifs des pouvoirs publics sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur. Donc, vous avez les émissions passées en gris de 90 à 2017. Ce qu'on observe tout de suite, c'est que le secteur des transports, globalement, a augmenté ses émissions en France. En fait, il y a eu deux périodes. Il y a eu l'augmentation jusque le début des années 2000 et depuis une petite réduction. Mais le fait qu'il y ait une augmentation entre 90 et 2017 fait que le secteur a ceci de singulier d'être le seul d'avoir augmenté ses émissions de gaz à effet de serre en France. Donc maintenant, il faut continuer cette trajectoire de baisse depuis 2002, il faut même l'amplifier, parce que comme vous le voyez là, vous avez des objectifs qui sont issus de ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, qui sont des objectifs d'émissions par secteur, et vous avez des objectifs par période quinquennale à moyen terme, 2019-2023, puis 2024-2028. Et ces émissions-là correspondent à un objectif annuel qui est une réduction de l'ordre de 2% par an, prolongée entre aujourd'hui et la première période 2019-2023. Et à très long terme, en fait, dans une perspective de zéro émission nette, qui est l'objectif français, la feuille de route climatique doit nous conduire à zéro émission nette en 2050. Et bien, très concrètement, ça se traduit par une réduction supérieure à 10% par an qui soit maintenue, un effort maintenu entre 2017 et 2050 pour aboutir à quasiment plus d'émissions, de l'ordre de 2 mégatonnes de CO2 à cet horizon-là. Voilà pour le contexte qui est celui de la transition énergétique dans les transports. Nous avons fait un focus sur la France. Maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est comment concrètement, dans une entreprise, on compte les émissions de gaz à effet de serre de la mobilité en commençant par les flottes. Et pour ça, on a un exemple concret. Donc, c'est issu d'un cas réel.
d'une entreprise plutôt de service qui compte 5000 employés, 350 véhicules. Donc très classiquement, voilà, vous avez une décomposition des véhicules en catégories de personnel. Donc des commerciaux qui vont avoir des véhicules, on va dire les plus petits entre ces catégories-là, des chefs de vente ou des directeurs régionaux qui vont avoir des véhicules un peu plus importants en termes de gabarit, de prix, et des dirigeants du groupe, voilà, qui vont avoir des véhicules encore plus importants. Donc chacun de ces catégories de personnel a un nombre de véhicules donné. Il effectue plus ou moins de kilomètres à l'année. Le commercial, par exemple, est amené à beaucoup se déplacer, donc de l'ordre de 30 000 km par an, là où le dirigeant groupe va avoir un kilométrage de 15 000, par exemple. Ensuite, en face de ça, on peut faire correspondre un grammage CO2. Et ce grammage CO2, il est clé, on va en reparler juste après. Là, on prend le grammage CO2 qui est issu de la communication des constructeurs. Donc, par exemple, pour les commerciaux, 100 grammes CO2 par kilomètre. Donc, une façon d'estimer l'empreinte carbone de sa flotte, c'est de faire le produit des trois termes, 200 véhicules fois 30 000 km par an fois 100 grammes CO2 par kilomètre, nous donne 600 tonnes par an uniquement pour l'échappement. Et donc, vous ajoutez tout ça pour les différentes catégories personnelles, vous ajoutez, c'est à peu près moins de 1000 tonnes. Et d'après les études de Carbone 4, tous les travaux qu'on a conduits pour les entreprises dans le secteur des services ou autres, on peut mettre ça en perspective avec l'empreinte carbone en général de l'activité d'une entreprise de service. Ce qui fait que juste sur ce périmètre de consommation d'énergie, la flotte peut représenter une part très significative de l'ordre du 5e de l'empreinte carbone de l'entreprise. Alors là, comme j'ai dit, on a utilisé une donnée qui est le grammage CO2 communiqué par les constructeurs. Je ne l'ai pas précisé, mais là, c'était en NEDC, donc c'est peut-être un terme qui vous parle. C'était l'ancien protocole d'homologation des véhicules, des voitures, en particulier en Europe. Donc, je le représente tout à gauche. Je reprends ce 100 grammes, on va dire, c'est une base 100, voilà. C'est ce qui est communiqué, c'est les émissions d'homologation de la voiture neuve. Mais l'actualité regorge d'exemples, y compris judiciaires dans ce domaine. On sait très bien qu'il y a une différence très nette entre les consommations réelles et les consommations d'homologation. Donc, ce gramme CO2, puisqu'il est lié à la consommation de carburant, lui-même, il est sous-évalué par rapport à ce que sont les émissions en cas d'usage réel. Donc, il y a une correction qu'il faut faire, qui est le passage déjà des émissions NEDC aux émissions en usage réel. Donc, il peut y avoir un écart de l'ordre de 40%. C'est les deux premières catégories à partir de la base 100 tout à gauche. Sachant qu'il y a une première étape qui est le changement de cycle d'homologation qui a cours en ce moment en Europe. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est le passage en mesure WLTP. Donc, il y a le nouveau cycle de mesure et d'homologation des émissions des véhicules neufs. Donc, il y a une différence déjà entre le NEDC et le WLTP. Il y a une étape intermédiaire qui s'appelle le NEDC corrélé, en fait, qui permet de pallier le fait que certains véhicules n'ont pas encore tous leur consommation de WLTP. Bon, je passe cette étape-là. Et entre le WLTP et la consommation réelle, il y a encore un petit écart dû aux utilisations en circulation finalement des véhicules avec du vent relatif, un conducteur qui a le pied plus ou moins lourd, etc. Donc, une fois que vous avez fait cette correction-là, qui peut vous amener déjà à rajouter 40% de ce que vous croyez être les émissions de votre véhicule, vous pouvez tenir compte des émissions en logique de cycle de vie de votre voiture, c'est-à-dire en tenant compte du cycle de vie de l'énergie qu'elle utilise. C'est ce qu'on appelle l'amont des carburants, c'est-à-dire toutes les émissions qui ont lieu dans la filière pétrolière, qui va de l'extraction du pétrole jusqu'à sa distribution sous forme de carburant. Donc, bien sûr, il y a des émissions pour chaque étape, extraction du pétrole, raffinage, transport et distribution. Une autre façon de compter le cycle de vie, c'est de regarder par rapport à l'objet même, donc le véhicule. Il a une phase de naissance, on va dire, qui est sa construction. Donc, chez le constructeur auto, il y a des émissions ainsi que chez les fournisseurs de constructeurs auto. Donc voilà, quand on aborde ça tout de suite, en fait, il faut s'interroger sur la consommation d'énergie pour la fabrication du véhicule, ce qu'on appelle l'énergie grise. Et cette consommation d'énergie a elle-même une empreinte carbone qu'on peut intégrer donc dans une logique cycle de vie pour l'usage de la voiture. Donc ça peut amener de l'ordre d'une correction de 40% si je reprends ma base 100 qui est les émissions échappement NEDC. Donc en tout et pour tout, vous voyez qu'on est passé de 100 à 220. Donc ce qu'on comptait comme étant l'empreinte carbone de la flotte jusqu'à présent était en fait une portion réduite de l'empreinte carbone réelle de l'usage des véhicules.
si on intègre cette correction, voilà ce que ça donne en termes de part relative de la flotte dans l'empreinte carbone de l'entreprise. Tout à l'heure, avec l'exemple simplifié, on était à 20% de l'empreinte carbone de l'entreprise due à la flotte. Rien qu'avec les corrections qui sont les émissions réelles d'échappement pour l'usage du véhicule, on est déjà à plus du quart. Et enfin, on est à près d'un tiers quand on intègre l'amont du carburant. Donc là, à ce stade, on n'a pas encore intégré l'amortissement de la construction du véhicule, parce que là, on reste sur une logique qui est toutes les émissions dues à la consommation d'énergie au sein de l'entreprise, pour la consommation d'électricité de l'entreprise, mais aussi pour la consommation des véhicules de l'entreprise et l'amont des carburants. Voilà ce que ça donne en périmètre plus large. Maintenant, on va revenir sur ce qu'est l'amortissement carbone du véhicule utilisé dans la flotte, en se focalisant sur un exemple qui est la voiture électrique. Parce que vous le savez, donc le véhicule tout électrique, c'est 0 g de CO2 à l'échappement. Pour autant, c'est pas un véhicule zéro carbone, et c'est pour lui que c'est d'autant plus important de compter correctement la fabrication du véhicule, de sa batterie, et pour la production de l'électricité. Donc cette logique de calcul, cette approche qu'on appelle approche en cycle de vie, à Carbone 4, on a l'habitude de la mener depuis plusieurs années. Et notamment en 2017, on a conduit une étude de place avec la Fondation pour la Nature et l'Homme, la European Climate Foundation, et cette étude a mobilisé un consortium d'entreprises telles que Renault, Saft et RTE, ainsi que des ONG, comme le réseau Action Climat et FNE. Et donc c'est sur ces données-là qu'on a un peu corrigé, qu'on vous présente cette analyse d'un cycle de vie. Donc je vous dis qu'on les a un peu corrigés parce que là, ce dont on tient compte ici, c'est de conditions d'usage spécifiques à des gabarits de véhicules. Par exemple, la citadine, là, on va présenter une citadine essence sur un usage complet de 200 000 km et pour une circulation principalement en ville, donc avec des arrêts, des accélérations, etc. Et pour le cas d'une berline, là, c'est du gazole en usage grand routier. Donc là où on a une bonne efficience en fait à la consommation de carburant, donc aux émissions d'échappement. Donc là, on présente en cycle de vie déjà 2 briques. On a simplifié parce qu'on a agrégé la fin de vie dans le bloc fabrication et fin de vie du véhicule. Donc ça, en fait, je répète, la fabrication et fin de vie du véhicule, ça correspond à l'empreinte carbone initiale de la fabrication du véhicule qu'on rapporte sur tout le kilomètre parcouru dans la vie de l'objet considéré, donc là, la voiture. Quand on compare ça avec un véhicule électrique, donc on va le faire d'abord pour les berlines. Ici, vous avez l'exemple. Donc la fabrication hors batterie, on va considérer que c'est la même. Après, il convient d'ajouter la fabrication de la batterie du véhicule électrique. Et là, c'est très dépendant de la capacité, du poids, du volume total de la batterie. Là, on a pris un cas de capacité très élevée, de l'ordre de 100 kWh. Donc, vous voyez que ça a un impact très, très significatif sur l'empreinte carbone en cycle de vie du véhicule. C'est pas du tout anodin. Alors, les modèles qui sont considérés ici, vous pouvez facilement faire l'analogie avec des modèles existants, parce que forcément, des berlines tout électriques à 100 kWh, à ce jour, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Donc à droite, il s'agit d'une célèbre marque américaine. Vous avez donc la dernière brique qui est consommation d'énergie. Et là, les 15 grammes par kilomètre pour la berline électrique, c'est l'équivalent de la production des émissions en France. Il faut bien préciser que là, on parle de la France parce que ça dépend forcément du mix électrique. Là, c'est pour la production en France de l'énergie, de l'électricité qui sera consommée par le véhicule. Donc vous avez un écart de l'ordre de 40% en faveur de la berline électrique, et ici pour la citadine, vous avez une capacité de batterie bien moindre, donc finalement c'est plus avantageux en termes d'amortissement de la batterie à l'usage. Et donc une berline, une citadine électrique, là c'est un petit véhicule du segment B d'une marque au losange français, qui pourrait être comparable par exemple à une Clio. Et donc, dans le cas de cette citadine, vous avez un bénéfice carbone, on va dire, une réduction de l'empreinte carbone du véhicule qui est un peu plus favorable que pour la berline. Vous avez de l'ordre de 60%. Mais disons, dans un segment comme dans l'autre, on peut moyenner en disant qu'on a un facteur 2 en faveur du véhicule électrique en termes de réduction d'empreinte carbone en France.
Alors, si on reprend notre approche de la diapositive précédente, je vous disais, avec des véhicules, 100% de véhicules thermiques dans la flotte, l'empreinte carbone de la flotte pouvait représenter un tiers de l'empreinte carbone de l'entreprise. Alors que si on électrifie totalement cette flotte-là et qu'on ne considère que l'empreinte carbone de la consommation d'énergie, forcément l'avantage pour l'électricité est très très important, puisque là on passe, par exemple, si je prends l'exemple de gauche des citadines, on passe de 180 grammes, c'est juste la barre la plus en haut, la barre bleu clair, on passe de 180 à 15, juste en considérant la consommation d'énergie. Mais c'est un périmètre assez restreint. Et donc c'est là qu'on souhaite en fait compter correctement le carbone en introduisant l'amortissement des véhicules. Donc on l'avait pas compté jusqu'à présent sur la troisième barre qui était périmètre étendu d'une flotte 100% thermique. Donc là je vous disais on était de l'ordre d'un tiers uniquement sur la consommation d'énergie de la flotte, mais en fait on est à près de 40% si on tient compte de l'amortissement des véhicules. Si on convertit 100% de cette flotte en électrique, l'exemple est caricatural, mais c'est pour avoir l'ordre de grandeur, on peut réduire la part relative de la flotte et l'empreinte carbone totale de l'activité de l'entreprise avec une réduction de l'ordre de 20% pour l'empreinte carbone totale de l'entreprise. Voilà, à ce stade, on s'est focalisé du coup sur la flotte opérée par l'entreprise. Donc c'était principalement enfin on a pris l'exemple des voitures, mais le cas serait similaire avec des utilitaires. Maintenant, on va s'intéresser à l'empreinte carbone de la mobilité en général. Donc, on inclut par là toutes les nouvelles, enfin toutes les façons de se déplacer, qu'elles soient nouvelles ou non d'ailleurs, et tous les motifs qu'on a pour se déplacer. Alors, pourquoi c'est important l'empreinte carbone de la mobilité et non de la flotte? C'est parce qu'il y a bien plus de déplacements finalement qui ont lieu en mobilité en général qu'avec la flotte, puisque c'est qu'une sous-partie en fait les déplacements avec la flotte. Donc là, on a pris un exemple pour illustrer ça. C'est très caricatural parce que c'est une entreprise de service pas très représentative, puisqu'il s'agit de Carbone 4, cabinet de conseil basé à Paris. Donc on a une cinquantaine de collaborateurs qui ont la chance du coup de disposer d'un réseau en transport en commun assez performant. Et du coup, l'empreinte carbone de notre flotte est nulle puisqu'on n'a aucun véhicule de société. Et pour autant, la mobilité est le principal poste de notre bilan carbone. Donc là, vous voyez, en 2014, c'était 80% de nos émissions, disons, et encore en 2018, on vient de l'actualiser en 2018, c'est un peu moins de la moitié de notre empreinte carbone. Donc comment on compte ça? Il y a deux étapes. Il y a déjà faire l'inventaire de tous les kilomètres qui sont parcourus et quels modes sont utilisés et quels motifs et pour quels motifs ont lieu ces déplacements. Donc classiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des questionnaires à tous les collaborateurs pour leur demander pour aller du domicile à votre travail, combien de distance avez-vous à parcourir, est-ce que vous prenez le train, la voiture, les transports en commun, etc. On inclut aussi les déplacements professionnels, donc le fait d'avoir un rendez-vous commercial, un rendez-vous client en France ou à l'étranger, en tout cas en dehors de nos locaux. Il y a le déplacement des visiteurs qui viennent chez nous ou qui viennent à nos événements. Donc une fois qu'on a tous ces kilomètres par motif et par mode, on peut leur allouer ce qu'on appelle le facteur d'émission. Et donc sans surprise, en fait, les déplacements en avion représentent près de 10% de notre mobilité. Mais étant donné le facteur très important le facteur d'émission de l'avion, ça représente 3 quarts de notre empreinte carbone de la mobilité. Donc pour Carbone 4, il y a un levier d'action très très net que je vous laisse deviner, qui est de réduire finalement nos voyages en avion. Je reviens sur la flotte. Avant de parler de l'obstacle, j'ai envie de dire qu'il y a quand même une opportunité liée au développement des véhicules électriques via les flottes d'entreprise. Et le premier qu'on a essayé de dessiner avec les planches précédentes, c'est que c'était un moyen concret de réduire l'empreinte carbone des entreprises. Donc il y a plusieurs étapes. Déjà bien calculer l'empreinte carbone de sa flotte, bien sûr, et comme on l'a vu sur l'exemple, ça peut être un poste d'émission considérable dans le bilan carbone de l'entreprise. Ensuite, le réduire. Donc pour ça, il faut bien compter en cycle de vie si jamais on envisage des véhicules électriques ou électrifiés, parce que le cas est similaire pour les hybrides rechargeables, par exemple. Et s'il y a aussi une opportunité pour l'électrification des flottes d'entreprise, c'est de façon plus générale
pour la société française, on va dire, c'est le fait que les véhicules d'entreprise représentent une large partie, près de la moitié en fait des véhicules neufs vendus en France. Et du coup, c'est un moyen d'amorcer la pompe ensuite pour qu'il y ait sur le marché d'occasion des véhicules particuliers qui soient accessibles à des prix accessibles, en tout cas pour des particuliers souhaitant, des ménages souhaitant acquérir un véhicule faiblement émissif. Mais un des obstacles pour l'électrification des flottes, c'est bien sûr le coût que ça représente. Là, on représente le surcoût que représente la voiture électrique par rapport à son équivalent thermique. Donc pour ça, on a fait appel à un partenaire Solucar qui nous a donné des loyers pour une Clio par rapport à une Zoé, une Golf par rapport à une Nissan Leaf. Donc vous voyez qu'il y a un surcoût très très important côté Clio. Et par contre, côté Golf versus Nissan Leaf, il y a un surcoût considérable quand même de l'ordre de 20%. Là, on est c'est pas que le loyer, pardon, parce que le loyer, c'est la barre bleu foncé. En fait, c'est si on agrège loyer plus énergie plus TVS, en fait, plutôt en TCO, on va dire, rapporté au mois, on a quand même un surcoût à ce jour sur l'électrique par rapport au thermique. Donc, on a beaucoup parlé de carbone jusqu'à présent. On a 2 slides pour ouvrir un peu, pour ouvrir cette présentation avant d'avoir des échanges avec vous. Cette première là qui en fait permet de se rappeler qu'il n'y a pas que le carbone en termes de nuisance environnementale. Et là où les véhicules électriques ont un net avantage sur les thermiques, c'est en termes de pollution locale. Donc, en étant assez large dans l'acceptation du terme pollution, on peut introduire aussi le fait que là, les nuisances sonores sont une forme de pollution, et là, les véhicules électriques réduisent pour partie ces nuisances sonores, et qu'avoir passé un scooter électrique juste après un scooter thermique pour se rendre compte, si je change de type de véhicule, pour se rendre compte qu'il y a un net gain à l'électrification des véhicules routiers. Et pareil pour les polluants locaux, donc NOx ou particules fines. Alors, les véhicules électriques, bien sûr, ne réduisent pas à zéro. C'est comme pour le CO2, hein, il faut bien compter les sources d'émissions. On ne réduit pas à zéro les sources de particules, par exemple, puisqu'il y a toujours l'abrasion des pneus sur la route, des freins, etc. Mais bon, c'est important de se rappeler que il y a le CO2 d'une part, mais il y a aussi ces aspects plus pollution locale. Et le deuxième point qu'on voulait aborder, c'est que pour répondre concrètement à ce problème de surcoût des loyers à ce jour entre véhicules électriques et véhicules thermiques, c'est qu'il y a peut-être matière à réflexion sur des dispositifs innovants pour valoriser le côté bas carbone de la voiture électrique, c'est-à-dire que il y a un dispositif qui s'appelle le label bas carbone qui a été développé par les pouvoirs publics et qui permet en fait de générer des crédits carbone si on a une action, un geste qui est moins émissif qu'une solution de référence. Et dans ce cadre-là, chaque tonne de CO2 peut ensuite avoir une valeur qu'on trouve auprès d'une entreprise souhaitant compenser ses émissions en France. Ouais, c'est des dispositifs qui vont nécessairement, je pense, être développés à l'avenir parce qu'il y a une réelle opportunité sur l'électrification des flottes d'entreprises, au-delà de certaines réglementations ou normes qui peuvent contraindre les constructeurs à vendre beaucoup plus de véhicules électriques qu'aujourd'hui. Il y a aussi des moyens plus incitatifs qui peuvent être imaginés et mis en œuvre. Enfin, pour ouvrir la discussion, donc on a conscience que là on a axé très fort la présentation sur l'électrification, sur la voiture électrique même, alors que c'est qu'une des briques en fait qui doit nous conduire entre la situation actuelle qui est celle d'une mobilité où on est seul dans sa voiture, on utilise des carburants fossiles, vers la situation de la mobilité durable de demain. Il y a plusieurs briques à actionner pour faire ce chemin, et même ce chemin dont l'objectif finalement n'est pas complètement clair à ce stade. Chaque action compte. On peut les décomposer en fait sur 2 axes que vous retrouvez ici, celles qui ont trait en fait au changement de comportement, au changement d'organisation même, c'est plutôt l'axe horizontal, et les actions qui ont trait plutôt à de la technologie, donc la réduction de la consommation d'énergie ou l'utilisation d'un vecteur énergétique moins carboné. Donc dans cette deuxième catégorie, on groupe par exemple le biocarburant, le bio-GNV, donc le gaz naturel véhicule, une hybridation des véhicules thermiques avec par exemple de l'électricité, ou alors le 100% électrique, le 100% hydrogène, etc.
Après, les leviers qui sont en plus comportemental et organisationnels, il y a des points très importants liés à l'éco-conduite, en fait, pour réduire les émissions des véhicules actuellement en circulation. Et c'est un levier important au sein des flottes d'entreprises de développer des stages ou des formations d'éco-conduite pour des raisons autres que l'environnement. Ça peut être aussi même pour l'accidentalité. Après, si on ouvre les horizons, la flotte peut être partagée. Donc on peut réduire la taille de la flotte pour un même nombre de personnes. Et donc là, on réduit à la fois on va réduire les émissions liées à la fabrication des véhicules. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir compter à la fois l'énergie utilisée, à la fois la fabrication des véhicules, parce que en fonction de ce qu'on mesure, on a des leviers d'action sur l'un ou l'autre. Donc l'autopartage, par exemple, c'est un exemple de levier d'action sur la fabrication du véhicule, puisqu'on évite la construction de nouveaux véhicules. Et je n'en dirai pas plus parce que le temps a parti est dépassé. Et du coup, je vous laisse la part belle pour poser des questions. On a jusqu'à 17 heures pour échanger. Oui. La façon de procéder, comme disait Stéphane au début, c'est déjà, il y a des questions peut-être sur le chat. Oui, il y en a quelques-unes. On va prendre les premières, il y en a d'autres qui arrivent. Ah. Quelqu'un a mis son micro, je pense. Faudrait éteindre vos micros, s'il vous plaît. Merci. Alors, les premières questions, déjà des éléments de clarification. Donc, la première question, c'est est-ce que tout l'amont du véhicule est affecté à une seule année? Donc, comme l'a expliqué Aurélien, dans les bilans qu'on vous a montrés, la fabrication du véhicule est amortie sur la durée de vie du véhicule, et donc évidemment pas sur une seule année. Est-ce que quand on vous a montré le cycle de vie, les chiffres, non, ils sont pas en tonnes, oui, en kilos, c'est des grammes de CO2 par kilomètre. Les grammes de CO2, peut-être tu peux la remontrer. Je pense que je fais allusion à cette planche-là. Donc ce que vous avez sur les histogrammes, c'est bien des grammes de CO2 par kilomètre et le total tout en haut de la colonne. Et vous avez le total tout en haut de la colonne. Donc par exemple, sur la colonne de gauche, on a 210 grammes de CO2 par kilomètre. C'est bien 180 grammes pour la consommation d'énergie, en l'occurrence de l'essence, et 30 grammes pour fabriquer la citadine. Amorti sur la durée de vie, hein, bien sûr. Alors, ensuite, nous avons une question sur le prix du loyer. Est-ce qu'on a pris en compte le bonus écologique de 6 000 € dans le calcul pour le TCO? Oui, a priori, c'est le loyer tel qu'il est facturé par le loueur, longue durée, auprès de l'entreprise. Là, j'ai un petit doute. Il faudrait que je revienne. On va noter la question, bien sûr, et je reviendrai vers vous spécifiquement. Oui, il faut qu'on vérifie. Ça peut modifier la donne, très probablement. Est-ce que les mobilités actives sont considérées comme négligeables puisqu'elles n'apparaissent pas dans dans la dernière planche qu'on a montrée? Voilà. On n'a pas montré les mobilités actives. Alors, ça peut être ce qu'on appelle le report modal peu carboné, mais c'est vrai que c'est pas très explicite dit comme ça. Mais évidemment que les mobilités actives peu carbonées, donc j'imagine que vous voulez dire par là la marche, le vélo assistance électrique, voire les nouvelles mobilités comme les trottinettes dont on parle beaucoup en ce moment. Tout ça, évidemment, c'est un rôle très important dans la transition et si c'est fait intelligemment, ça peut être un vrai contributeur à la transition. Et donc, effectivement, que ça compte et il faudrait qu'on le fasse apparaître de manière plus claire sur ce diagramme. Je suis bien d'accord avec vous. Alors, d'autres questions sont arrivées. Boum. Alors. Donc, pour le bio-GNV, comment calcule-t-on l'empreinte carbone avec et sans garantie d'origine? On a peu parlé, déjà un petit mot par rapport au bio-GNV. Donc aujourd'hui, dans le format qu'on avait choisi, on a pris un angle qui est de vous parler un peu de l'électrique, du véhicule électrique comme alternative à la voiture thermique conventionnelle. On aurait pu choisir de vous parler aussi des véhicules fonctionnant au GNV.
Donc le GNV, c'est le gaz naturel véhicule pour ceux qui ont un doute. Donc c'est pas du pétrole, hein, c'est du gaz naturel, mais qui est comprimé et qui peut être utilisé dans des moteurs qui ressemblent beaucoup à des moteurs à essence en fait. Avec l'intérêt, le gros avantage, c'est que ça émet moins de particules, beaucoup moins de NOx que des véhicules thermiques. C'est a priori un tout petit peu mieux pour les émissions de gaz à effet de serre, mais de manière peu significative, sauf si on utilise du bio-GNV et non pas du GNV. Parce que le bio-GNV, sur son cycle de vie, est beaucoup plus intéressant que le GNV en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est d'autant plus intéressant, évidemment, si c'est un bio-GNV, si on arrive à se sourcer auprès, évidemment, d'un fabricant, d'un producteur de bio-GNV. Et ça, c'est pas toujours évident puisque la filière est émergente sur le bio-GNV en France. Les volumes sont encore faibles, même si ils augmentent rapidement, ils restent encore faibles. Et par conséquent, c'est compliqué d'avoir du vrai bio-GNV dans son réservoir. C'est souvent injecté sur le réseau en fait. Donc il y a la possibilité de contribuer au développement de la filière en achetant ce qu'on appelle des garanties d'origine, comme on peut le faire pour de l'électricité, on le fait aussi pour du gaz, on peut aussi le faire pour de l'hydrogène depuis peu d'ailleurs. Donc on le fait pour du gaz, du coup c'est ces fameux certificats de garantie d'origine renouvelable pour du bio-GNV. Et effectivement, dans ce cas-là, on peut, étant donné le développement actuel de la filière, considérer que l'achat des garanties d'origine est un stimulus important pour développer la filière et que c'est légitime du coup d'utiliser dans son évaluation un facteur d'émission qui est plus faible, enfin qui est pour le coup celui du bio-GNV et pas celui du GNV. J'espère que j'ai été clair. On pour ajouter, en fait, quand on parle de garantie d'origine, que ce soit pour l'électricité ou le gaz, en fait, il y a un petit sujet qui est la comptabilité en location based versus market based. Donc, ce que j'entends par là, c'est que quand on consomme de l'électricité en France, on peut dire qu'on induit en fait les émissions liées au mix électrique français. Mais si on a connaissance du mix électrique de son fournisseur, on peut utiliser ce mix-là, cette empreinte carbone-là. Mais c'est pas très clair de savoir si on n'est pas non plus tributaire du réseau électrique français, puisqu'après tout, le fournisseur, lui, il se fournit en garantie d'origine, mais pas forcément en adéquation avec le moment où on consomme et le lieu de consommation de l'électricité. Donc, il y a toujours une double comptabilité à avoir, et il en va de même pour la garantie d'origine pour le gaz. Et si vous voulez des précisions sur ces points-là, en fait, il y a une publication de Carbone 4 existante sur les garanties d'origine électrique et à venir, il y en aura une sur le gaz, donc courant juin, celle-ci. Je passe à une autre question. Quel est aujourd'hui le kilométrage minimum qu'il faut parcourir chaque année pour switcher du thermique vers l'électrique sans un trop grand surcoût, voire même on peut dire sans surcoût. Alors, on a une vérif à faire là sur le TCO par rapport à la prise en compte de la prime gouvernementale. Par contre, pour un particulier aujourd'hui qui basculerait d'un véhicule, d'une petite berline diesel ou essence à un véhicule électrique de type Zoé ou Nissan Leaf, à partir de, on va dire à peu près en ordre de grandeur, 20 000 km par an, c'est tout à fait, enfin le coût complet pour l'utilisateur est le même. Donc aujourd'hui, grâce à la prime gouvernementale et pour du coup des parcours qui sont raisonnables, on va dire, même si c'est un kilométrage un peu supérieur à la moyenne française, l'électrique devient compétitif et va l'être de plus en plus. Alors sur les flottes d'entreprises, on va donc vérifier ça. On a d'autres questions là, donc vous êtes un peu lâchés maintenant. Tant mieux. Oui, alors il y a une question qui concerne la loi d'orientation des mobilités qui est passée par le Sénat et qui est revenue
au Parlement, mais qui n'a pas encore été votée. Elle est en relecture au Parlement, donc il va y avoir des amendements, etc. Donc on ne sait pas encore ce qui va être voté. Donc la question était de savoir si les futures exigences législatives vont se renforcer par rapport aux flottes d'entreprises. Donc à ce stade, moi je suis pas en mesure de répondre. Je sais pas si toi Aurélien, tu as des Alors, éléments. j'ai cru comprendre que ça avait été introduit dans le cadre de l'examen par la Commission de développement durable à l'Assemblée nationale, mais très récemment. Je suis pas sûr d'avoir eu l'information si c'était à ce stade un vote ou un amendement adopté par la Commission DD. Mais après, de toute façon, le chemin législatif de cette LOM n'est pas fini, donc décidera la Chambre de l'Assemblée nationale en plénière sur cet objectif précisément d'introduction de véhicules à faible émission. Ce qui est sûr, c'est que c'est le sens de l'histoire et sans trop m'avancer, je pense que ça va arriver forcément un jour. Enfin, c'est comme par exemple la taxe sur l'aérien. Ça fait un moment que c'est un serpent de mer. Là, on voit bien que dans l'actualité, c'est un sujet qui monte, qui monte, qui monte. Donc c'est pareil sur les zones de circulation restreinte, sur les objectifs de véhicules à faible émission, etc. C'est-à-dire que l'objectif d'introduction de minimum de zones à faible émission dans les flottes, il avait déjà été pris lors de la loi transition énergétique pour la croissance verte, donc ça nous ramène à 2015, mais à l'époque c'était resté, on va dire, une intention qui n'avait pas été traduite dans des obligations fermes, sauf pour certains acteurs plutôt publics. Voilà. Alors nous avons ensuite une question à laquelle il est difficile de répondre, mais je pense que c'est pas pour autant qu'on va l'éluder. Donc, n'est-ce pas essentiellement un problème de comportement et d'attitude si on veut avoir un effet significatif sur l'amélioration des émissions carbone? Pensez-vous réellement qu'on puisse atteindre les objectifs de 2050 sans immobilité massive et généralisée? C'est ce que notre associé Jean-Marc Jancovici répète à l'envi. En l'occurrence, si je vais reprendre une des planches qu'on a au début, celle-là, qui est donc la stratégie nationale bas carbone sur la mobilité en France. Je pense que atteindre le zéro ou quasiment zéro émission en 2050, c'est évidemment pas uniquement en modifiant les technologies. Ça, on en est très convaincu et que c'est une remise à plat complète du système de mobilité qui passe évidemment par les technologies, mais également par les choix modaux et par les flux. Donc quand on parle de flux, ça veut dire combien de déplacements, quelle portée pour les déplacements. Et donc ça amène à poser la question du partage, comme l'a déjà dit Aurélien, même de la légitimité même de certains déplacements qu'on peut, à titre personnel ou à titre collectif, limiter fortement, réduire fortement, etc. Donc on ne pourra pas y arriver juste en basculant sur de l'électrique, c'est une évidence. On ne pourra pas y arriver ou biogène V ou même hydrogène vert. Il va falloir amorcer des ruptures en fait sur tous les plans et y compris sur les comportements. Ça paraît indispensable si on veut atteindre l'objectif. Alors, on a encore beaucoup de questions. Il nous reste encore un peu de temps, donc on va pas pouvoir répondre à tout. Hein. On va essayer. Dans votre étude cycle de vie de 2017, avez-vous analysé l'impact des hybrides rechargeables ou non? Pourquoi des modèles US? Alors, premier point, hybride rechargeable, oui. En fait, dans l'étude de 2017, il y avait 8 véhicules de 2 gabarits différents, on va dire citadine, 4 citadines, 4 berlines. Et en termes d'énergie, il y avait essence, gazole, hybride rechargeable, range extender électrique, enfin avec un véhicule électrique, et les tout électriques. Donc l'hybride rechargeable de mémoire, enfin forcément, il y a un intermédiaire entre l'empreinte carbone d'un thermique pur et d'un tout électrique. Alors j'ai dit forcément un peu vite, parce qu'il y a eu une étude en 2017 ou 2018, je sais plus, de l'ADEME et IFPEN sur pareil, l'empreinte carbone en cycle de vie, mais pour des usages exclusivement urbains en ce qui concerne les hybrides rechargeables. Et dans cette étude-là, effectivement, les hybrides rechargeables avaient une moindre empreinte carbone que les véhicules électriques, parce que ces véhicules hybrides rechargeables finalement roulaient en mode électrique en ville.
donc n'avaient pas d'émissions à l'échappement et ils n'étaient pas pénalisés par une capacité de batterie importante, contrairement aux véhicules tout électriques. Après, nous, l'approche était différente dans l'étude pour FNH-ECF en fin 2017, puisque c'était des usages qui se voulaient à la fois urbains, routiers, périurbains, et du coup, il y avait forcément des émissions en mode thermique pour les hybrides rechargeables, et on avait considéré une proportion des kilomètres, je crois, de l'ordre de 60 à 70% en mode thermique. Faut savoir que sur l'hybride rechargeable, il y a une petite histoire rigolote, c'est que ils ont été exonérés de TVS fut un temps, je sais plus si c'est le cas, au motif qu'il n'y avait pas d'émissions de CO2 en fait pour leur usage. Mais ça tenait pas compte des conditions réelles dans lesquelles ils étaient utilisés dans les entreprises. Donc forcément, on a vu des flottes s'équiper d'hybrides rechargeables en quantité, sans mettre au regard de ça des infrastructures de charge, tout simplement. Et du coup, les véhicules hybrides étaient utilisés en mode thermique. Donc c'était juste des véhicules thermiques plus lourds parce qu'ils avaient une chaîne de traction électrique et une petite batterie supplémentaire, et donc qui roulaient 100% thermique. Donc là, il y a eu un effet, classiquement en économie, on appelle ça un effet pervers, c'est-à-dire qu'il y a une incitation à acheter ce type de véhicule parce qu'il est supposément moins carboné, alors qu'en fait, dans son cas d'utilisation réelle, il est beaucoup plus carboné même que le thermique pur. Nous avons 2 questions sur le label bas carbone, donc on va les traiter ensemble. Donc, il y a une question par rapport à notre slide 19. Comment bénéficier de ce nouveau dispositif de soutien public au projet de compensation carbone en France? Et le label bas carbone ne peut-il pas inciter les constructeurs automobiles qui ont des émissions de GES potentiellement trop à cofinancer des projets d'électrification de flottes d'autres entreprises? Là, je pense qu'on va répondre à 2, parce que le label bas carbone, il faut savoir que c'est un dispositif qui vient à peine d'apparaître, qui est aujourd'hui qui fonctionne un peu à l'image des C2E, les certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire que pour pouvoir prétendre à être labellisé, il faut suivre une méthodologie et démontrer qu'on respecte bien tous les critères de la méthode. Et cette méthodologie, elle est très spéciale, enfin, elle est donc adaptée à chaque cas particulier. Donc, il y a des méthodologies aujourd'hui qui sont validées pour l'agroforesterie, typiquement, pour des projets agricoles, on va dire au sens large, pour le bétail, etc. Sur la mobilité, c'est encore très très émergent et balbutiant, donc il n'y a rien de fait aujourd'hui, c'est des idées qui sont sur la table, et donc c'est des discussions qui commencent à peine avec la DGEC, donc avec les autorités publiques, pour savoir comment on pourrait définir une méthode qui serait une méthode pour le coup qui serait pas du greenwashing, hein, une méthode solide qui permettrait de dire, grâce effectivement à l'électrification des flottes automobiles, on peut justifier de l'additionnalité d'émissions évitées et donc on peut obtenir le label. Donc ça, c'est encore trop tôt pour le dire. Mais par contre, c'est quelque chose qui est en réflexion. Ça ne veut pas dire que ça aboutira. Peut-être que les autorités publiques diront, écoutez, c'est pas assez solide comme méthode pour pouvoir justifier du label. Donc, on vous accordera pas la possibilité de générer des crédits carbone sous ce dispositif. Je sais pas si tu veux compléter. Oui, alors pour être un peu taquin, dirons-nous, si on répond pas à la question qu'on a écrite, c'est parce que nous-mêmes on posait la question. C'est-à-dire que comment bénéficier de ce nouveau dispositif? Nous, on est volontaires pour développer cette méthode-là. Après, ça peut intéresser à la fois des constructeurs, comme c'était le sens de la deuxième question, mais aussi des loueurs ou même des flottes, enfin des gestionnaires de flottes. Sachant qu'il y a 2 temps. Il y a le moment où il faut développer la méthode, donc il faut mettre des gens autour de la table, créer un consortium pour développer cette méthode-là, la déposer au sein de la DGEC, enfin auprès des pouvoirs publics, on va dire, pour avoir le tampon. Et une fois que la méthode est validée, tout un chacun, normalement, peut profiter de cette méthode-là, donc générer des crédits carbone, la difficulté étant après de trouver des gens pour les acheter, donc c'est-à-dire des entreprises qui souhaitent compenser leurs émissions, avec la spécificité dans ce cas-là que c'est des émissions compensées en France, ce qui peut être différent des émissions compensées à l'étranger et à un prix différent. Je propose qu'on essaye de répondre à la question qui concerne l'autonomie, parce que c'est vrai que ça revient fréquemment lorsqu'on évoque l'électrification. Donc là, on n'a pas abordé la problématique de l'autonomie. On n'a pas pu tout traiter évidemment en 30 minutes, hein,
c'est un problème, c'est un frein important au passage à l'électrique pour certaines entreprises. Est-ce qu'on a des données sur la distance moyenne parcourue par jour, sur le pourcentage de véhicules de flotte qui seraient concrètement éligibles à l'électrification? Et deuxièmement, est-ce que l'H2 aurait plus de potentiel de ce point de vue? Qu'en pensez-vous? C'est une question qui appelle une réponse qui n'est pas forcément très simple, malheureusement. On n'a pas encore beaucoup de données précises sur les usages des flottes d'entreprise. On sait juste que c'est très variable, c'est-à-dire qu'on a à peu près tous les cas d'usage. Par contre, on ne sait pas les quantifier. Donc, on sait qu'il y a des véhicules qui sont très utilisés, qui roulent beaucoup, puis d'autres qui le sont beaucoup moins. Et donc, il y a toute une partie des flottes d'entreprises qui sont d'ores et déjà, par contre, on le sait, éligibles qui sont concernés par la zone de pertinence que représente les véhicules électriques. Aujourd'hui, il faut savoir que l'offre de véhicules électriques disponibles pour les flottes d'entreprise, c'est des véhicules qui font alors c'est variable, mais qui vont faire entre 150 et 350 km par jour. Typiquement, la Zoé de Renault, elle est en conditions réelles, hein, elle va être autour de 250-280 km par jour. Donc ça permet quand même de couvrir un certain nombre de cas d'usage dès aujourd'hui. Par contre, c'est vrai qu'il nous manque, on ne sait pas encore les pourcentages précis. Donc la question, mais on est très volontaire pour l'investiguer évidemment. Si on veut parler du H2, donc le H2 l'hydrogène. L'hydrogène déjà l'hydrogène, il faut dire que c'est donc un vecteur énergétique. En tant que tel, c'est pas lui qui fait avancer la voiture. On brûle pas l'hydrogène dans des moteurs, même si ça pourrait se faire. Là, l'idée c'est d'utiliser de l'hydrogène pour générer de l'électricité via une pile à combustible, et donc faire tourner un moteur électrique qui serait le même que dans un véhicule électrique à batterie. Donc c'est plutôt batterie versus H2. Et l'avantage de l'H2, c'est on peut faire un plein, en tout cas, d'énergie sous forme de H2 beaucoup plus vite qu'on fait le plein de sa batterie, si je puis m'exprimer ainsi, de quelques minutes à quelques dizaines de minutes ou quelques heures pour un véhicule électrique à batterie. L'inconvénient, c'est que le H2, aujourd'hui, en tout cas, la majorité du H2 produit dans le monde, c'est un H2 d'origine fossile, malheureusement, donc qui est assez carboné, voire très carboné. Et donc l'H2, pour décarboner la mobilité, doit être un H2 produit par une méthode bas carbone qui existe, c'est de faire de l'électrolyse avec une électricité très bas carbone. Donc le mix français est un bon exemple, mais on pourrait évidemment utiliser une électricité encore plus bas carbone avec des sources renouvelables directement. Il y a beaucoup de projets autour de ça en France typiquement, mais en Europe plus largement. L'inconvénient de l'H2, c'est qu'aujourd'hui les structures n'existent pas, l'infrastructure est vraiment très insuffisante et l'offre de véhicules des constructeurs est quasi inexistante. Voilà, il existe, à ma connaissance, seulement 2 véhicules sur le marché aujourd'hui, une Toyota, une Hyundai. Et donc, c'est encore très très insuffisant, alors que le marché des véhicules électriques à batterie est déjà mieux pourvu, même si c'est insuffisant aussi, mais il est mieux pourvu. Et surtout, l'infrastructure est déjà, enfin, elle est peut-être pas à la hauteur des attentes des utilisateurs, mais elle est déjà assez importante, puisqu'en France, on compte 25 000 bornes de recharge sur le domaine public, sans compter les bornes qu'on peut trouver au sein des entreprises ou chez les particuliers. Il nous reste encore 5 minutes. Je pense qu'on peut peut-être répondre à une dernière question. Alors, sur les SUV, hein, c'est intéressant. Les consommations des véhicules neufs sont reparties à la hausse en France du fait de la démocratisation des SUV. L'intégration de ces modèles dans les grilles de véhicules d'entreprise ne met-elle pas un grand risque, ne met pas un grand risque sur les objectifs de notre diapo 9? Alors, ça sera l'occasion d'en parler on va faire un peu de retape sur notre newsletter bimensuel.
Alors, dans l'une de nos premières newsletters, je ne sais plus si c'est la première ou la seconde, à laquelle je vous invite à vous inscrire si vous ne l'avez pas déjà fait, on a évoqué ce sujet entre autres, ce sujet de la performance des véhicules thermiques et donc de la baisse, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre des véhicules thermiques, qui étaient effectivement mises en péril c'est pas le seul élément, mais notamment par le succès, il faut le dire, le succès que rencontrent les ventes de SUV en Europe. Il n'y a pas qu'en France, c'est dans l'Europe, donc c'est clair que un SUV, sa caractéristique, c'est qu'il est gros, donc il est en général lourd, et on a beau mettre beaucoup de technologie dans les moteurs, ce qui justifie une partie de son prix. La physique est assez implacable, donc plus c'est lourd, plus ça consomme. Donc c'est sûr que c'est plus embêtant pour décarboner la mobilité et que de ce point de vue-là, nous, chez Carbone 4, on pense qu'il y a un enjeu à faire évoluer les imaginaires par rapport à la mobilité, certes, mais même la voiture individuelle qui a toute sa place et qui va pas disparaître du jour au lendemain, ça c'est sûr. C'est de se dire, est-ce qu'on a besoin de véhicules aussi gros, aussi lourds? Est-ce qu'on peut pas se contenter de véhicules qui sont plus petits, mieux adaptés à nos usages courants, etc., etc. Donc il y a toute une réflexion autour de ça. Et c'est vrai que les SUV, notamment les SUV qu'on souhaite, que les constructeurs vendent sous des vocables de SUV urbains, ça peut quand même un petit peu choquer dans le cadre de la transition qu'on essaie de porter, nous et d'autres, sur le sujet de la mobilité. Pour rebondir sur ce que tu as dit et peut-être conclure cette session, parce que je vois que l'heure approche, il y a eu effectivement cet effet d'augmentation du gramme CO2 par kilomètre des véhicules neufs en France, donc en partie dû au SUV, mais aussi l'effet du report du diesel vers l'essence, qui est plus émissif en CO2. Et ça fait le lien écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, les flottes d'entreprises ont un rôle très important parce qu'elles sont la porte d'entrée des voitures sur le parc en circulation en France. Et je disais près de la moitié des véhicules neufs sont en B2B. Et du coup, en fait, faut pas se louper, si je dis un peu crûment les choses, parce que pour atteindre effectivement nos objectifs de décarbonation qui sont très drastiques, il faut dès maintenant faire les bons choix et dès maintenant réduire considérablement les émissions des véhicules neufs vendus sur le marché français. Et donc c'est pour ça que nous on voit les flottes d'entreprises comme un levier vraiment pour atteindre cette réduction d'empreinte carbone des transports en général en France. Et du côté, si on traverse le miroir, on peut se dire du côté des empreintes carbone des entreprises, c'est une opportunité aussi de réduire considérablement leur empreinte carbone parce que, on le rappelle, l'empreinte carbone des flottes est une part significative dans bien des entreprises. Bien sûr, on n'a pas abordé les cas qui sont les entreprises du secteur du pétrole ou des constructeurs automobiles qui eux-mêmes ont des émissions qui sont dues à l'utilisation de leur voiture. Mais pour une entreprise en général, une entreprise de service par exemple, où il y a une flotte assez importante, c'est une source d'émissions de l'empreinte carbone qui est significative. Voilà, nous avons terminé, il est 17 heures. On vous remercie très sincèrement d'avoir participé à ce webinar. Vous pourrez retrouver l'enregistrement bientôt, on vous le transmettra. Vous pourrez retrouver tous ces éléments, pouvoir y réfléchir à tête reposée. Nous allons également répondre à certaines questions qui ont été posées et auxquelles on n'a pas pu répondre, désolé. Donc on fera une réponse courte à ces questions-là. Et puis, on espère vous trouver nombreux à notre prochain webinar qui n'est pas programmé encore, mais qui aura lieu cette année très certainement. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.